Je ne connais pas le vertige face à la toile blanche. En général, je sais assez précisément où je vais. Par contre, j'ai très peur, et donc besoin de courage, dès que je pense à Cimabue, Vermeer, de la Tour, Manet, Modigliani, Rothko. Comment peindre après ça? Comment continuer? Comment se nourrir de tout ce qui précède pour pouvoir créer aujourd'hui? Voilà, c'est peut-être ça mon vertige. À partir du passé, faire naître au présent une œuvre apte à vivre dans le futur. C'est étrange d'avoir à lire ce qu'on a écrit et découvrir ce qu'on a écrit, parce que je ne me souvenais pas avoir écrit quelque chose d'aussi intelligent. En fait, c'est des suites de petits presque aphorismes que j'écris depuis très longtemps, puis que j'ai collecté il y a quelque temps. Et j'essaie de reprendre dans tous ces petits écrits tous les lieux communs de la peinture. Et parmi les lieux communs de la peinture, il y a cette histoire de la peur de la toile blanche. Et moi, j'ai pas cette peur, j'ai eu cette peur, la toile blanche. Peut-être des fois, je me suis dit, elle est pas mal comme ça, toute blanche, mais ça s'est déjà fait. Bon, je ne veux pas le refaire. Donc non, puis au contraire, j'aime bien, moi, poser une tache de couleur sur cette toile bien blanche, là, j'aime bien. Par contre, la question qui me traverse régulièrement, c'est pourquoi continuer à peindre quand on sait ce qui a été peint avant. Ça, c'est un truc auquel je pense souvent, et des fois, je suis même un peu découragé, en fait, parce que je me dis, oh là là. Mais bon, ça ne m'empêche pas quand même de continuer à peindre. J'ai tout à fait conscience d'avoir une œuvre, même le mot œuvre, de produire une œuvre très modeste. Pour autant, dans cette modestie, je sais que ma peinture est dans la continuité et que dans chacune de mes toiles, il y a un petit peu d'eux. Parce que je les ai tellement regardés, j'ai tellement pris chez eux ce qui, pour moi, était l'essence de la peinture, que ben voilà. Puis là, il n'y en a que 5 ou 6 de nommer, mais il y en a bien d'autres. Et je ne suis pas sûr d'avoir réussi une œuvre picturale immortelle. Par contre, je suis sûr d'avoir réussi à m'inscrire dans l'histoire de la peinture, à faire une espèce de synthèse de tout ce que j'ai vu, moi, dans la peinture. Voilà. Nous sommes ici au Corbusier, à la maison radieuse de Monsieur Le Corbusier à Rezé. On n'est pas dans un couloir, on est dans une rue. C'est la 5e rue, qui est très grande. J'ai habité pendant 3 ans l'appartement 503 à côté. Et comme j'étais plutôt ami avec la propriétaire, quand il y a eu le changement de locataire, j'ai chopé cet appartement à côté pour en faire mon atelier et laisser l'autre. Voilà. Donc on va rentrer. Une grande table au milieu, mon chevalet, tout mon petit bazar, et puis les placards de la cuisine, là, remplis de matériel de peinture, parce que j'ai jamais fait de la cuisine ici. C'est un lieu que j'ai adoré, où j'ai beaucoup travaillé. Assez peu l'huile, beaucoup l'aquarelle et le pastel. Je ne sais pas pourquoi. Donc beaucoup d'études, beaucoup de choses qui sont amenées à devenir des huiles. Je fais de la vraie peinture, c'est-à-dire que je crée en dehors de toute contrainte. C'est vraiment des choses qui, comme je dis, ça me sort du pinceau comme ça. Et puis il m'arrive de temps en temps de travailler pour le théâtre, justement, mais aussi pour de la scène musicale. J'ai fait 2-3 fois des fonds de scène.
Vous avez là 2 toiles pas du tout abstraites. Non. C'est mon papa qui peignait également. Donc là, c'est un autoportrait de mon père. Donc il faisait une peinture figurative, très, comment dire, très dans l'air du temps de ce qui se faisait dans les années 50 en fait. Il n'aimait pas du tout la peinture abstraite. Hein. et il n'avait pas beaucoup de considération pour ce que je faisais. Ouais, oui. Pour lui, la peinture abstraite, ça n'existait pas, quoi. C'était pas de la peinture. On était en conflit, c'est un conflit père-fils en toute. Comment dire, sans méchanceté. En même temps, mon père était quelqu'un d'un peu particulier. Et il a eu une fin de vie un peu difficile, comme beaucoup de personnes, de longues maladies invalidantes. Et sa dernière toile que je lui connais, c'est une peinture abstraite. Et c'est peut-être la seule qu'il ait fait. Là, on est dans la partie expo. Alors je vous disais que je peignais en couches très fines, très légères et tout. Et là, je suis exactement en train de faire le contraire. Ce qu'on appelle de la pleine pâte, hein, c'est vraiment, il y a une épaisseur, une matière. Donc là, je suis avec une peinture très grasse. C'est dilué quasiment que de l'huile. Alors que les premières couches étaient diluées, le diluant c'était que de l'essence. Et c'est en respectant bien cette histoire de maigre et de gras d'abord qu'on obtient des couleurs avec un sentiment de transparence, un sentiment de profondeur. En fait, c'est une réalité. Les couches qui se superposent étant transparentes, il y a une profondeur dans la matière. Et il n'y a qu'avec cette technique qu'on peut faire ça. Dans ma peinture, en fait, je laisse très peu de place au hasard. C'est
pas que je sois contre, hein, il y a pas d'artistes qui font ça et que j'adore. Mais moi, dans ma pratique, j'aime bien que les choses soient assez maîtrisées. J'aime pas trop qu'il y ait des choses dues au hasard. S'il y a un trait qui apparaît sur la toile, je veux que ce soit moi qui l'ai dessiné. Donc les traits de pinceau, je les aime pas, donc je les efface toujours presque toujours en tapotant. Voilà, celui-là, il est à un stade qui me met dans une impasse. Je suis pas trop sûr de ce que je veux en faire. Donc en général, quand ça se passe comme ça, je l'abandonne, le tableau. Je le remettrai sur le chevalet dans 2 mois, dans 3 mois, celui-là. Alors en fait, cette histoire de rouge, ça a vraiment été un hasard complet. Je crois bien que c'était dans ma voiture, à la radio, un intello quelconque, là, parisien, un journaliste, ou je ne sais plus de qui, il parle du choc qu'il a eu en voyant cette pièce. Donc je commande ça, et donc je lis ce texte, et ce texte, je le trouve super, quoi. Super, parce que toutes les pages, il y a quelque chose que je pense. Mais là, c'est une lecture de peintre que je fais. C'est pas une lecture de littéraire, c'est pas une lecture de théâtreux, c'est une lecture de peintre. C'est-à-dire que je suis à la recherche de choses qui me causent dans ce texte. Je me dis, moi j'aimerais bien participer à une mise en scène de ce texte-là, enfin à une réalisation de ce texte-là dans lequel je peindrai en direct. Et donc je te propose à toi à ce moment-là cette pièce, à toi et à Tina, et à Lucas après, avec cette idée qu'on puisse monter cette pièce et que je peigne en direct. Ouais. Mais voilà, au démarrage, ce texte, c'est vraiment, le hasard d'une émission de radio, et 2, ce texte me proposait tout un tas de réponses à des incertitudes, mais aussi de certitudes que j'avais sur la peinture, où vraiment, du coup, ce texte m'avait enthousiasmé. Bien, je suis Jean-Marc. Je suis un ancien prof de lettres classiques et directeur d'Alliance française, de centre culturel. Et puis, depuis 50 ans maintenant, metteur en scène et comédien amateur, avec à certaines périodes, directeur de troupe, directeur de théâtre. Et depuis quelques années, créateur d'une troupe avec laquelle on essaie de lancer cette présentation d'une pièce tout à fait moderne et tout à fait exigeante, Rouge de John Logan. Ici on bosse, laisse cette veste. Ici on bosse, voilà, laisse cette veste. On est chez moi, dans mon séjour, et j'ai choisi cet endroit parce que dans mon dos, il y a une peinture que j'ai dû regarder pendant 2 ans. Je connais le peintre, c'est un peintre expressionniste abstrait, Jean-Yves, je le connais, c'est un ami. Et puis cette toile me plaisait parce qu'elle était très différente de ce qu'il faisait d'habitude. Je la sens bien, j'y viens, je la regarde et je ne m'en lasse pas. Moi, je suis plutôt quelqu'un de concret, et une toile tout à fait abstraite comme ça, qui ne dit rien en apparence, qui offre simplement des couleurs, qui offre des lumières, des contrastes. Petit à petit, on plonge
Je sais que dans les deux ensembles d'étincelles, si je peux dire, de petites taches qu'il y a dans les deux panneaux, je rentre progressivement dedans et je laisse mes impressions, mes sensations s'éveiller quand je suis en train de rentrer du regard dans telle ou telle zone de la toile. Je m'aperçois que je vais chercher des émotions au-delà et que je trouve effectivement des émotions qui me ramènent à moi-même. Quand je laisse le temps, c'est un grand plaisir. Moi, je suis Tina, metteur en scène, metteur en scène. J'ai souvent travaillé avec Jean-Marc, avec Lucas, avec Jean-Yves aussi. On est une petite équipe qui nous connaissons un petit peu. Je ne vais pas forcément dire bien, mais on commence à se connaître, à se faire confiance. Et en ce moment, nous sommes à Sainte-Clotilde, chez Olivier, avec qui on a une résidence. Alors, je m'appelle Olivier et je suis, on va dire, régisseur de cette salle. Pour cette pièce-là, je joue aussi le rôle de technicien, donc éclairagiste et ingé son, voilà. Et c'est un lieu, j'allais dire, quasi magique, évidemment, où il y a une petite scène. C'est dans un ancien corps de ferme que j'ai rénové. On a mis 15 ans avec ma femme à rénover. Et le but, c'est qu'il y a un maximum de monde qui en profite de ce lieu et qu'il se passe plein de choses, que ce soit du théâtre, des concerts ou quoi que ce soit. Alors Olivier, c'est un régisseur hors pair, c'est vrai, avec qui je m'entends très bien et qui fait la régie des spectacles de l'atelier théâtre de Sainte-Pazanne, mais pas seulement, qui fait toutes les régies et avec qui je peux dire, écoute, tu me fais une atmosphère de fin d'automne dans un sous-bois légèrement voilé avec en fin d'après-midi. Donc il te regarde, genre qu'est-ce qu'elle veut vraiment, et il arrive, il commence à me décrypter et me dire, ok, alors tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, et en général ça marche. Il m'a dit, tu me demandes tout ce que tu veux, ça marche. Et ça, faut jamais me dire ça, parce que alors là, j'imagine ce qui pourrait ne pas marcher ou le mettre dans la mer. Je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans et je suis comédien dans cette pièce. Je joue le rôle de Ken. Oui, mais c'est facile à dire pour toi, tu le connais pas? Oui, je l'ai apporté. Non. Donc je lui montrerai si jamais je sens que c'est le bon moment. Oui, ou à lui, ou à son galeriste. On se connaît un peu maintenant, alors il doit sûrement s'y attendre. Il sait que je suis peintre, alors bon. Non. Non, mais... Me dis pas ce que je dois faire, on dirait que tu parles comme lui, là. Attends, il arrive. Souhaite-moi bonne chance. Alors là, en fait, on est dans une bibliothèque, dans le bureau de Jean-Marc, qui est la personne qui joue le second rôle de la pièce, qui joue Marc Rothko, dans une bibliothèque qu'il a fait construire sur mesure, qui est très originale, très personnelle, très unique, et du coup c'est ça qui m'a poussé à vouloir venir ici. J'aime lire, j'ai beaucoup lu quand j'étais un peu plus jeune. Je suis pas très vieux, mais avant je lisais, maintenant j'ai beaucoup plus de mal à lire, mais pendant un temps, ouais, je lisais beaucoup. 500 pages en une demi-journée, ça me posait pas de soucis, quoi. En fait, là-haut, il y a un livre d'un auteur que je ne connais plus, que je ne sais plus, un auteur du Moyen-Âge. Et en fait, dans ce livre, c'est une suite de poèmes. Et il y a les manuscrits de cet auteur-là, la version transcrite, mais vraiment avec la typographie, l'orthographe et tout ça, la grammaire de l'époque, et ensuite une version récente qu'on peut comprendre, entre guillemets. Ce qui était intéressant, c'était d'essayer de prendre un poème, et d'essayer de partir sur le manuscrit et d'essayer de comprendre ce qui a été lu pour voir pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. J'ai trouvé ça vachement intéressant, et puis en plus le livre est joli avec des belles illustrations. Et voilà. Qu'est-ce que tu vois? Attends, il faut se mettre plus près. Laisse-le respirer. Laisse-le agir sur toi. Plus près. Non, là c'est trop. Laisse-le t'englober, laisse-le t'enlacer, laisse-le occuper tout le champ visuel, de telle sorte que plus rien n'existe, n'a jamais existé, n'existera jamais. Laisse le tableau travailler, mais aide-le, bon Dieu. Penche-toi, descends en lui, entre en lui. Là, qu'est-ce que tu vois? Non, attends.
Là. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Sois précis. Sois exact. Sois exact, mais avec sensibilité. Sois bon. Sois bon, sois un être humain. Sois un être humain pour une fois dans ta vie. Ces tableaux méritent de la compassion. Ils vivent et meurent dans l'œil du spectateur sensible. Ils vibrent seulement si ce regard empathique les sollicite. C'est ce qu'ils demandent. C'est pour ça qu'ils ont été créés. C'est ce qu'ils méritent. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vois? Du rouge. Du rouge, des tableaux qui commencent à respirer. Et puis une silhouette de dos qui va commencer à bouger. Eh bien, je vois des toiles que Jean-Yves, notre peintre, a fait à la manière de Rothko, et ça va être les supports pour rentrer dans le personnage. C'est un véritable effort, un véritable plaisir, parce que, oui, ces rectangles flous, comme dit le texte à un moment, on apprend à les apprivoiser. Je dirais pas que je vois le mouvement, mais en tout cas, maintenant, quand je suis devant ces rectangles, eh bien, oui, quand je suis devant ces tableaux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a effectivement un échange entre le tableau et celui qui regarde, en l'occurrence le comédien qui tâche d'être potentiellement Rothko. Donc ce que je vois, c'est tout le cheminement que, comme comédien, j'ai fait, ou on a fait, peut-être tous les deux, pour se dire, elle nous parle. Elle nous parle effectivement alors qu'elle ne représente rien. Dans l'immédiat, ce que je vois, c'est l'ensemble de tableaux qu'on avait utilisés l'année dernière pour le Bayon, des tableaux qui, toujours, quand on les regarde, ils sont toujours vachement intéressants à regarder. En fait, je vois ce que je regarde. C'est-à-dire, pas tout. Un milliardième des choses qu'il y a à voir. Mais sur cet infini de choses à voir, ce que je regarde avec attention, je le vois, du coup. C'est très peu de choses, en fait. La pièce parle de la relation entre un jeune peintre qui est inconnu, qui sort d'une école des beaux-arts et qui va être embauché par Marc Rothko, qui est un peintre très connu de la deuxième moitié du XXe siècle. La pièce, c'est un peu son bilan, le bilan qu'il fait, pas seulement de sa vie, mais surtout de son œuvre. Qu'il voit aussi que il est arrivé au bout de son œuvre. Il ne parvient plus à peindre du rouge. Autrement, je dirais que c'est surtout une verbalisation de ce qu'il pense de la peinture, de sa vision de la peinture et justement de ce que la peinture devrait être à ses yeux. Et également une confrontation avec Ken, qui lui est un jeune peintre, donc qui va arriver comme un autre mouvement et qui va écraser, entre guillemets, l'œuvre de Rothko. La première histoire raconte comment le peintre cherche la couleur. Et donc Rothko poursuit la couleur. Et il le dit, plus on vieillit, plus la palette se trouble, plus elle s'étompe, et on court pour essayer de rattraper la couleur avant qu'elle disparaisse. Et puis elle disparaît. Et ça, cette histoire-là, elle finit par la mort, puisque le noir va finir par engloutir le rouge. Et puis la deuxième histoire, c'est celle de quelqu'un qui est dur, exigeant, qui se bat avec lui-même, avec ses traumatismes, avec son art de peintre, et qui réussit à être que dans la bonté, que dans la transmission, pour passer la main de façon sereine au jeune peintre qui va le déblayer du paysage. Et cette histoire-là, elle est super jolie. Donc deux histoires qui font le chemin inverse. Une qui fait disparaître le rouge dans le noir et une qui fait s'effacer de lui-même le vieux peintre qui passe la main à son jeune collègue. Celle-là, elle est belle. Et donc voilà, c'est le sujet de la pièce, l'évolution d'une relation entre un maître et son élève et la transmission du savoir par rapport à la peinture. Au démarrage des langues dans l'histoire de l'humanité, les couleurs ne sont pas nommées.
Les premiers mots, c'est tout sauf des couleurs. Et petit à petit, le langage humain s'enrichit, et la première couleur qui arrive, c'est rouge. La première couleur à être nommée dans l'histoire de l'humanité, c'est rouge. Ah, tu veux peindre le tableau? Ben vas-y alors. Tu veux le peindre? Oui, vas-y. Du rouge. Mais c'est quoi le rouge? Je sais même pas moi ce que c'est que du rouge. Rouge, tu veux dire quoi? Carmin? Prune? Vermeil? Cramoisi? Livin? Hein? C'est quoi du rouge? C'est une vibration. Une vibration plus qu'une couleur. C'est une vibration dans le spectre des ondes électromagnétiques. Moi, c'est une couleur. Contrairement à ce qui est dit dans la pièce, en fait, dans le rouge, je vois pas plein de choses. Ça veut dire la même chose que du bleu, c'est comme du vert, c'est comme du jaune. Enfin, c'est... Voilà, c'est du rouge, quoi. C'est une couleur. Sans plus. L'impression que ça donne. Ça veut dire quoi, l'impression que ça donne? Pas seulement la couleur rouge, mais l'émotion du rouge dans le lever de soleil. Le lever de soleil est pas rouge. Ah si. Je te dis que non. Si, l'aube c'est rouge et rouge c'est l'aube. Deuxième réponse, c'est la couleur archétypale. Tu demandes à quelqu'un, il y a des archétypes comme ça, tu demandes à quelqu'un de te citer un outil, hop, ça va être le marteau. Tu demandes à quelqu'un de citer je sais plus quoi, il y a un certain nombre de choses comme ça, et tu demandes de citer une couleur, et 90% des gens vont dire rouge. C'est la couleur. Depuis qu'on travaille sur cette pièce, c'est plus du tout ce que c'était avant pour moi. Bon, avant le rouge, ne serait-ce que par profession, ça avait des symboliques que j'étais chargé de décoder, d'expliquer, etc. De manière, peut-être un peu subliminale, ou en tout cas en réminiscence, le rouge, ça me ramène à 60 ans en arrière, quand j'étais enfant, qu'on était au Pays Basque. Et au Pays Basque, le rouge, c'est le béret du pelotari, c'est le blanc et le rouge du basque. Je pense que ces souvenirs-là, enfouis très très loin, faisaient que c'était ça le rouge. Maintenant, c'est franchement quelque chose de différent. Je me suis éloigné du rouge comme couleur vive et je suis progressivement venu au rouge teinté de marron. Et c'est vrai que à travailler sur Rothko, sur ses peintures, on finit par chercher un rouge qui contient du noir. Le rouge, c'est cette recherche que, comme comédien, je suis censé faire à partir du personnage de Rothko, qui en a fait la base de sa production à un moment donné de cette production. La réponse basique, c'est que c'est une couleur, mais après, c'est pas n'importe quelle couleur, je sais pas, ça peut être... instinctivement, c'est la couleur du sang. Et rouge sang, rouge le feu, rouge la passion. Je dis rouge sang parce que ça me fait penser à une chanson de Graham Wright, quand il dit le sang qui coule sur le sabre. Et c'est vraiment ça. Moi, j'imagine, quand j'entends rouge, j'imagine des gouttes de sang qui coulent. C'est pas violent, mais c'est la passion. C'est pas un crime, c'est de la passion, c'est de la vie, c'est un tourbillon, c'est le rouge. C'est la passion. Rouge, c'est les battements de cœur. Rose, rouge à lèvres, rouge. Tulipe, poivron, tomate. Bon, la roue du bœuf sur le gazon. Oui, ça aussi. Ouais, dresse de rougeoyant dans les flammes de la nuit. Le soleil chez Denis Rousseau. La robe chez El Greco. Le drapeau chez Delacroix. Les nez du lapin, les yeux de l'albinos. Ouais. Le tapis des festivals et le ruban des inaugurations. Ouais, le marbre de Florence. L'éclair atomique. Les kakis, les grenades. Le Red Light District. La lave, le homard, les scorpions. Les bolides de course. Les feux rouges. Les cheveux de Titien. La flamme. Les viscères. Le Père Noël. Satan. Donc, du rouge. À la fin de sa vie, avant qu'il se suicide, Rothko avait abandonné le rouge, avait abandonné le noir, et il était passé dans des violets mauves sombres. Il a produit, pour la grande famille texane qui lui avait passé cette commande, des panneaux, et ces panneaux sont mauves foncés. Et il n'y a plus de rouge chez Rothko à ce moment-là. D'ailleurs, moi j'ai très modestement, mais sévèrement, mon idée, il pouvait bien se suicider après ça parce que son histoire avec le rouge était finie.
et il avait plus rien à dire. Alors, Rothko, donc, c'est un peintre expressionniste abstrait, d'origine juive, quelqu'un qui a réussi relativement vite, qui a eu une vie d'artiste reconnue. Et ce Rothko-là, c'est celui qui a donc livré cette bataille avec le rouge, cette bataille avec la couleur, avec le fait que la couleur toute seule, sans figuration, va faire surgir quelque chose, va créer un dialogue avec le spectateur, le visiteur qui la regarde. Rothko, au départ, domine complètement Ken, qui est un peu timide, donc qui va apprendre les bases du métier, c'est-à-dire à tendre une toile, à mettre les couleurs. Dans la réalité, le personnage de son assistant n'a pas existé, il n'a jamais eu d'assistant, c'est un solitaire, travaillait tout seul. Et de plus en plus, Ken va prendre de l'assurance, va s'émanciper de Rothko. Ken commence à avoir sa propre conception de la peinture, et à être capable de dire Rothko, il file du mauvais coton. Il va être balayé à son tour comme lui, il en a balayé d'autres. Plus qu'une prise de pouvoir de Ken, je pense que c'est vraiment une transmission de savoir, d'envie de peindre de Rothko à un jeune. C'est un peu la relation qu'on a avec Jean-Marc, où du coup, lui, qui m'apprend énormément de choses par rapport au théâtre, par rapport à la littérature, par rapport à énormément de choses, en fait. Il se trouve que, pas parce qu'il m'éjecte, encore que peut-être il en aura envie, j'en sais rien, pas parce qu'il m'éjecte, parce que moi j'en ai envie, j'ai envie que ce soit lui qui prenne, qui s'exprime. Bien sûr que tu aimes ça. Pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas? Aujourd'hui, on aime tout et n'importe quoi. On aime l'électrophone, la télévision, les boîtes de pop-corn, le shampoing, les canettes de coca. Et puis tout se transforme en n'importe quoi. Mais il est où le discernement? Elle est où la distinction entre ce qu'on aime et ce qu'on respecte? Ce qui a de la valeur, ce qui est, écoute-moi bien, signifiant. Ouais, peut-être c'est un dinosaure qui te parle. Peut-être je suis un dinosaure qui siphonne encore l'oxygène dont vous autres, petits mammifères rusés, tapis dans les buissons, attendant votre tour, savez qu'il vous revient. Peut-être je parle une langue morte, inconnue de votre génération. Mais une génération qui n'aspire pas au sérieux est indigne de marcher à l'ombre de ceux qui l'ont précédé. Je veux dire, à l'ombre de ceux qui ont lutté et surmonté, de ceux qui ont forgé un idéal. Je veux dire Matisse et Rembrandt. Je veux dire Velázquez et Manet. Je veux dire, bon, bien évidemment, Rothko. Tu as un idéal? Bah non, je suis déjà très heureux avec ce que j'ai et la vie que j'ai. Pour moi, l'idéal, par définition, c'est quelque chose qu'on pourra jamais atteindre. L'idéal ne sera jamais une réalité et une réalité ne sera jamais idéale. Il y aura toujours un tout petit espace de gris entre ces deux-là. Donc, non, je n'en ai pas l'idéal. Beaucoup. En particulier, de faire en sorte que ma vision de la vie, ma vision des choses puisse passer au travers de mes pièces que j'écris ou que je mets en scène. C'est lorsque je suis dans quelque chose, d'arriver au moment où je peux dire, ben c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce qu'avec ce que je suis, ce que j'ai de capacité, etc., je ne peux pas aller plus loin. Alors, je suis un prof. Je suis un prof et je suis un méthodique, je suis un psychorigide, je suis un maniaque. Donc moi, je bouquine. Quand j'arrive sur un rôle, je lis. En plus, quand j'arrive sur un univers, celui de la peinture expressionniste abstraite, qui est complètement étranger et tellement pas moi, je ne vois qu'une chose à faire, c'est de me cultiver. Alors évidemment, j'ai lu tout ce que Rothko a écrit et qui a été publié. J'ai lu des études sur Rothko. J'ai essayé de comprendre. Je suis allé regarder de près les œuvres de Rothko. Malheureusement à distance, parce qu'en France, il n'en existe pratiquement aucune. Et puis, je me suis appuyé sur un peintre que j'aime beaucoup et qui, lui, est visible, c'est Soulages. Je pense que tout ce que Soulages a produit et qui existe en France, je l'ai vu. Donc Rothko, quand je suis allé le voir de près,
j'avais Soulage en tête. J'avais Soulage. Et je me dis, derrière ces rouges, derrière ces bruns, derrière ces carrés et ces rectangles flous, il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui se joue et qui doit pouvoir me parler. Et effectivement, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Ça me plaît parce que je réussis à entrer en communication avec la toile. C'est comme le ventre de la baleine, tellement il fait noir. Mais comment est-ce qu'il va faire pour peindre dans tout ce noir? Alors, il se tourne vers son créateur. « Mon Dieu, venez à mon aide, pauvre pécheur que je suis. Seigneur Théo, éclairez-moi. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre là, dans tout ce noir ?» Et soudain, l'étincelle divine. « Eureka, il a trouvé !» Il va éclairer le tableau de l'intérieur, lui donner une luminosité intrinsèque, comme ces poissons des grands fonds marins qui irradient de leur propre énergie. Et le tableau vit. Et je te regardais tout à l'heure, parce que c'est tellement présent dans la pièce que ça nous pose un problème. On regarde l'étoile. Oui, tu te rappelles, on regarde l'étoile. Ben oui. Et ça fait des mois que ça dure, qu'on les regarde, et qu'on essaie d'avoir le regard qui dit quelque chose. Et je t'observais tout à l'heure en me disant, mais comment il regarde sa propre toile? Est-ce que... Alors, où vont ses yeux? Où va son regard là-dedans? On a ensemble vu des œuvres, on parlait du musée Soulage tout à l'heure. On sait bien, on s'est regardé de la peinture, on sait... Enfin, on a sûrement quelque chose en commun. N'empêche que quand on est dans les scènes avec Lucas, et qu'on est censé regarder la toile, et de faire... notre Rothko ou notre Ken en train de regarder la toile et de manière symétrique. Ken a la même posture que Rothko, il se campe de la même manière devant la toile et on se dit attends mais quel est le regard qu'on porte dessus? Alors si on a la chance de regarder celle du fond, ça va. Si on regarde celle où les spectateurs voient notre regard, c'est vrai qu'on se pose des questions. C'est vrai qu'on se dit mais attends et tout à l'heure je me disais est-ce que quand Jean-Yves regarde sa toile, j'ai à peu près ce regard-là quand moi je regarde là-dedans. Mais c'est vrai, mais tu vois, pour dire, je cherche je cherche à comprendre aussi ce que c'est que regarder une toile quand c'est le peintre qui la regarde et pas l'amateur de peinture ou le théâtre qui la regarde. On a chacun sa façon de regarder, de toute façon. Oui, je pense qu'on a chacun sa façon de regarder. Je préfère vraiment me concentrer sur ce que dit le texte par rapport au personnage, ce que dit le personnage, pour travailler là-dessus en fait. Et notamment pour Ken, ce qui s'est passé, c'est que c'est un personnage qui ne sait pas grand-chose, du moins au début, et du coup je suis vraiment arrivé là-dessus, voilà, niveau peinture, je connais absolument rien au niveau de la peinture. Les références qui sont données, j'en connais quelques-unes parce que voilà, Van Gogh, Matisse, c'est des noms qu'on connaît, mais c'est pas forcément des gens, je connais pas toute leur biographie, je connais pas tout ce genre de choses. Je me suis basé en fait uniquement sur ce que je savais et pas sur toutes les biographies, tous les livres qu'on peut avoir sur ce genre de gens. Et voilà, c'est comme ça que je me suis préparé. Et puis un peu comme toutes les pièces, le texte, on l'apprend en jouant sur scène, ce genre de choses dans la relation qu'on a avec l'autre. Et voilà qu'on commence le travail de mise en scène. Moi, j'avais jamais fait ça, donc je lis le texte, je relis le texte, et je trouve plein de défauts. Je trouve plein d'incohérences. Du coup, on retravaille là-dessus, on supprime 2-3 trucs. On finit par se dire qu'il faudrait peut-être aller voir du côté de la pièce en anglais. On se rend compte qu'il y a des différences énormes entre la pièce originale en anglais et la traduction française. On découvre des traductions françaises faites par des Canadiens. On fait des mix de tout ça. Et on refait un texte qui tient à peu près la route. Parce que même la temporalité du texte n'était pas bonne. On découvre qu'on a un énorme mal, une très grande difficulté à faire cohabiter sur la scène et ta vision de peintre
et notre fonctionnement de comédien. Oui. Et là, on entre dans le dur. On n'a pas du tout, dès le démarrage, la même vision des deux personnages, aussi bien de Ken que de Rothko. C'est-à-dire, vous voulez absolument faire de Rothko un vieux grincheux et faire de Ken un petit con qui sait rien. Or, moi, je n'ai pas du tout cette vision-là, ni de l'un ni de l'autre. Pour moi, Rothko, c'est quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, certes, mais ce n'est pas un vieux grincheux, méchant, hargneux. Et Ken, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est con et qu'on est ignare. Et pour moi, Ken, c'est quelqu'un de très bien, très cultivé, très pointu, qui sait très très bien ce qu'il veut et qui sait très très bien où il va. Et je ne concevais pas que Rothko puisse travailler autrement que comme ça avec Ken. Et on a tout à fait champ libre par rapport à ça pour Rothko, parce qu'en réalité, Rothko n'a jamais travaillé avec personne. C'est ça. Mais c'est pas cette contradiction-là, moi j'en aurais fait mon affaire, j'en suis certain. Le problème, et il faut revenir à ça, le problème c'est le texte. Et à un moment donné, il y a eu... Alors je sais pas si c'était une cassure ou quelque chose, il y a eu quelque chose de fêlé. Et les comédiens et le metteur en scène n'arrivaient plus à se parler. À un moment après, il y a eu aussi le confinement, enfin des trucs un peu compliqués. Et justement, pendant longtemps, ils ont été sans metteur en scène. En fait, le texte qu'on avait, c'est un texte qui a été écrit pour le théâtre Montparnasse, si je ne me trompe pas, à Paris. C'était vraiment très théorique, très abstrait le texte, il y avait vraiment beaucoup de choses qui nous parlaient absolument pas. Et en fait, c'est vraiment en lisant la pièce en anglais, la pièce d'origine, qu'on a vraiment compris la pièce et qu'on a compris que vraiment le texte en français, la traduction qui avait été faite était vraiment pas nulle, mais qui ne nous correspondait pas du tout. Cette traduction qu'on avait, c'est la version de travail qu'on a eue pendant 6 mois, jusqu'au mois entre janvier et août 2020. C'est vraiment cette version-là qu'on avait. Et elle nous menait droit au mur, qu'on a dit stop et qu'on s'est arrêté. Ça s'est pas bien passé. On a tenu 6 mois à peu près, je sais plus combien. Et puis, on a bu le bouillon. Quand on se voyait, on se sentait mutuellement en hostilité face aux personnages et aux partenaires. On était chacun dans notre bulle de difficulté et ça devenait insupportable parce qu'on se déplaisait, on s'agaçait l'un l'autre et c'était franchement pénible. Et donc on s'est arrêté. On s'est arrêté par force, on a dit on est dans le mur, donc on a arrêté tout l'été. Et puis on est parti dans ma maison là, en Auvergne et puis on s'est re-rencontrés sur de la rando. Donc de ce côté-là ça marchait bien, mais Rouge ça marchait plus du tout. Il n'y avait plus la complicité en scène. Et avec Jean-Marc en fait on a décidé de retraduire la pièce. En partant du texte anglais avec la traduction québécoise, on a réussi en fait à refaire une traduction française qui nous parlait beaucoup plus. Quand on retravaille soi-même le texte, qu'on le réécrit, qu'on le retraduit, on se l'approprie. Et en plus, ça correspondait plus à ce que nous, on pouvait ressentir. Et à un moment donné, il leur fallait vraiment l'œil d'un metteur en scène. Alors, pourquoi moi ? Parce qu'on se connaît bien. Je les ai mis en scène sur le Bayon, qui était très intime, très charnel. Et ils savent que je peux les mener et moi, j'ai confiance en eux. Donc au départ, Rouge, j'exagère en disant que j'avais jamais lu, je l'avais un peu lu, mais je l'avais vraiment survolé. Et... Bon, bref, je me suis dit, je suis contente de ne pas faire la mise en scène parce que c'était l'ancienne traduction, j'insiste. L'ancienne traduction, elle était un peu compliquée. Et donc la nouvelle traduction est beaucoup plus péchue, beaucoup plus actuelle, et d'après ce qu'ils disent, ils respectent beaucoup plus Logan. C'est elle qui a imaginé beaucoup de choses, en partant quand même de ce qu'on avait fait avec Jean-Yves, de ce qu'ensuite nous on avait fait tous les deux avec Jean-Marc. Elle a essayé vraiment de se baser là-dessus et d'inventer de nouvelles choses et d'inventer de nouveaux éléments de mise en scène qui rendraient la pièce plus intéressante. Elle a théâtralement des idées qui sont super pour nous et elle a apporté un certain nombre d'éclairages et là on est vraiment reparti. Mais Tina nous a donné pas mal de clés pour que ce discours sur la peinture soit un discours pour les spectateurs à propos de la peinture. Cette pièce revient de très loin. Les comédiens reviennent de loin. Et donc, il a fallu
recréer une confiance. Et mon travail, c'est vraiment, je laisse les comédiens faire. Alors, je leur donne quelques indications, mais moi, je veux que ce soit leurs émotions, leurs ressentis qui soient prédominants. Et au contraire, ils avaient là besoin, c'est un autre travail, ils avaient besoin que je leur dise, bon, bah, attention, là, tu vas à jardin, à la cour, et c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai fait, pour certains passages, presque des chorégraphies en disant, là, voilà ce qui se passe. T'es dans une exposition, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Qu'on reprenne tout le texte et carrément qu'on décortique chaque mot en disant comment on va avoir l'intonation de chaque mot. Alors, je suis pas chorégraphe, je suis pas danseuse, donc ça aide peut-être les comédiens, sinon je pourrais leur demander plein de choses. Par contre, c'est comme un dessin animé. Et j'aurais voulu que les pinceaux, ce soit d'abord une poursuite de pinceaux. Rothko commence à peindre après Ken. Ken commence à préparer la toile. Rothko est dans l'admiration du Caravage. Il se prend pour le Caravage et c'est quelque chose de merveilleux. Et le fait de parler du Caravage va lui donner l'impulsion de peindre. Et donc, il y a un passage dans la musique où quelque chose entre. C'est l'arrivée d'un nouvel instrument. Et là,
Rothko arrive. Et ensuite, c'est vraiment, entre guillemets, une poursuite de dessin animé avec les pinceaux, où chacun doit vraiment faire sa propre tâche, quoi, mais c'est un jeu avec les pinceaux. Et à un moment donné aussi, ils sont ensemble. Les pinceaux sont ensemble. Les comédiens tournent aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est une choré. Et pour finir, vraiment, presque, on trinque avec les pinceaux. C'est vraiment, on a fini une toile, on est à égalité, les pinceaux ont gagné, et ensemble. Et on ne sait plus quel pinceau à quelle main, ou quelle main à quel pinceau. C'est un passage que je trouve très intéressant et que j'aime bien jouer à chaque fois. C'était compliqué au début de comprendre où est-ce que Tina voulait nous amener, mais non, c'est quelque chose qui rend bien et je pense qu'il va rendre bien sur scène. Je me réveille et la première chose que je remarque, c'est la neige à la fenêtre. Je suis content qu'il ait neigé, parce qu'on est samedi et que mon père nous emmènera faire de la luge, ma sœur et moi. Mais c'est bizarre. Je ne sens rien. D'habitude, maman est debout à nous faire le petit déjeuner. Mais là, rien. Alors, j'enfile mes pantoufles, je vais dans l'entrée. Et il fait froid. Sûrement une fenêtre ouverte quelque part. Et il y a un silence de mort. Puis là, debout au bout du couloir, il y a ma petite sœur. Debout comme ça, droite comme un i. Et ma petite sœur, elle regarde fixement dans la chambre de nos parents. Ses yeux. Alors je m'avance, je la rejoins et je regarde aussi par la chambre. Et la première chose que je remarque, c'est la neige. Toute cette neige. Peut-être que j'irai faire de la luge finalement. Et puis le sang. Les murs sont maculés de sang. Et le lit aussi. Et mes parents, ils sont là. Allongés. Des coups de couteau. Apparemment, c'était des coups de couteau. C'est ce qu'on m'a dit plus tard. Des cambrioleurs. 2. Mais sur l'instant, je ne sais pas. Je ne fais que voir. Et ma petite sœur, je ne veux pas qu'elle voie ça plus longtemps. Alors, je la pousse, je ferme la porte, et la poignée, avec tout le sang, tout rouge. C'est tout. L'émotion qu'il a fait passer là, ça, j'ai trouvé ça absolument superbe. Et c'est un des passages que je préfère dans la pièce, parce qu'en plus, et en ce sens, il illustre drôlement bien la seconde histoire dont je parlais, parce qu'il raconte ça. Rothko, après, pose quelques questions. Qu'est-ce qui arrivait à tes parents? Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça s'est passé? T'avais quel âge? Et t'étais où? Et au fur et à mesure que Ken lui répond, à un moment donné, Rothko s'effondre progressivement et se met à revivre, lui, un traumatisme qu'il avait connu là-bas, en Pologne, quand il avait 10 ans. Rothko, cette peinture si difficile d'accès, elle est liée à son traumatisme d'enfance à lui, et ça, dans le texte, c'est Ken qui le lui révèle en racontant sa propre expérience de la mort de ses parents. Ça, j'ai trouvé que c'est beau, et Lucas en a fait un moment absolument. Tout seul là, j'ai dit, ça a des petits frissons tellement c'est joli certaines fois. Bon, il y a des coups, ça marche pas. Mais il y a des coups, c'est tellement beau la manière dont il le fait, ça fait tellement passer quelque chose que je me dis, là, si les spectateurs, on arrête un peu de leur parler de peinture à ce moment-là, sauf qu'ils parlent de la neige et du blanc. Mais on arrête de leur parler de la peinture proprement dit, mais là, si les spectateurs, ils sentent pas que ça les prend quelque part, c'est que non, là, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il le fait trop bien. Mes yeux s'habituent, mais juste du blanc. Et ça te donne quelle sensation, le blanc? Le blanc n'existe pas, en fait. Ouais.
Alors le blanc, c'est plutôt froid, c'est plutôt la neige, la glace. Le blanc, c'est la neige de montagne et la glace de montagne. Mais en peinture, non, ça évoque rien. Pour moi, ça n'évoque rien. Ben moi, quand je vois du blanc, je pense notamment à ma mère qui me disait qu'elle aimait pas le blanc parce que le blanc, c'était salissant. Ça me donne l'impression d'un charnier, d'ossements, de squelettes, l'anémie, la cruauté. Vraiment? Oui, c'est comme un bloc opératoire maintenant. Le blanc est toujours légèrement bleu, légèrement jaune, légèrement vert. Donc le blanc, c'est le blanc froid, quoi. Le blanc jaune, il est blanc chaud. Hein, on est bien d'accord. Après, ça fait penser aussi un peu, s'il faut vraiment mettre des qualités ou ce genre de choses. Pour moi, le blanc, c'est quelque chose de pur, de vierge, voilà, J'ai pas d'autres mots, pas d'autres synonymes pour faire comme si j'avais une idée en tête, mais alors qu'en fait, pas du tout, mais... Ça te fait te sentir comment, le blanc? Ça me fait peur. Pourquoi? Non, peu importe. Si, pourquoi? C'est comme la neige. À la fenêtre de la pièce où mes parents sont morts. C'était en hiver, je me souviens de la neige dehors, blanche. On est probablement dans des démarches assez voisines sur l'œuvre peinte, où on veut du temps, on s'apprivoise. Et nous, ce qu'on fait au théâtre, eh bien, c'est une longue élaboration, une longue familiarité qui va se créer entre l'œuvre et nous, entre Mais du jour où on va là le présenter, à peine fini, il est passé. Il n'y a pas la même permanence. Ah non. Et donc on est en train de faire du théâtre avec de la peinture, ou de faire comme si le théâtre c'était de la peinture, ou la peinture c'était du théâtre. Et il y a une fondamentale incompatibilité entre les deux, entre ce qui est fugace et passager. Et c'est rigolo parce que le vocabulaire est le même. Hein. Oui. Fugace, Oui. c'est dit aussi là dans le. Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas confondre être spectateur de la toile. Parce que moi, j'ai exactement la même histoire temporelle que toi par rapport à ma toile quand je la peins. Moi, c'est le chemin. Mm-hmm. Ce ne sont pas mes toiles qui me peignent, c'est le fait que je les peigne, c'est le moment ça, où je les ça peins. prend. Ouais. C'est comme quand tu lis un livre, comme quand tu regardes un film, comme tu regardes une pièce de théâtre. C'est ta mémoire c'est du fugace à la mémoire près. Alors je suis d'accord avec toi, l'objet de peinture, il est là. Ouais. Mais le moment de l'élaboration, il est parti pareil. Ouais. Et pour le peintre, c'est l'objet qui est intéressant. Sinon, il arrêterait de peindre. Oui. Je travaille à une série de peintures murales en ce moment. J'en ferai une 30aine ou une 40aine. Et puis, je les peindrai. Et puis, je choisirai celles qui vont le mieux ensemble, de concert, comme une symphonie. Je les peindrai de nouveau. Et puis, je les regarderai. Je fais plusieurs couches, l'une après l'autre, comme un glacis, construisant l'image lentement, laissant la luminescence s'émerger peu à peu, comme un palimpeste, jusqu'à ce que ce soit fini. Et comment vous savez quand c'est fini? C'est jamais terminé. En fait, je sais que quand une pièce est terminée, entre guillemets, quand les comédiens et metteurs en scène en ont marre. C'est quand on peut enfin aller présenter les dates, et que du coup, rien ne bougera à nouveau, qu'il n'y aura plus de modifications, en fait. Moi, je pense que c'est fini quand ce dont on est capable, ce que nous avons la capacité de produire, est atteint. Et que nous ne sommes pas capables de faire plus. Et donc, à ce moment-là, c'est fini. C'est jamais fini. C'est du spectacle vivant. Et dans vivant, il y a vivant. Une pièce de théâtre ne pourra jamais réellement être terminée. Parce qu'il y aura toujours un défaut, il y aura toujours quelque chose qu'on pourra améliorer. Jusqu'au moment
où vraiment la production s'arrête et que la troupe ou le metteur en scène ou le théâtre disent stop, on arrête, ça va continuer d'évoluer. Pour rire par rapport à la pièce, quand est-ce que tu sais si c'est fini? Il y a un moment où c'est la toile qui te le dit. Stop, ne mets plus rien, c'est fini. Non, je plaisante, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un moment où on n'a plus rien envie d'ajouter. Alors, il y a des fois où c'est franc, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de doute, la toile est finie, on signe et c'est fini. Et il y a d'autres toiles qui me posent beaucoup de problèmes. Il y a une tragédie dans chaque coup de pinceau. Non, moi, chaque coup de pinceau est un petit bonheur et il y a zéro tragédie. C'est même mieux que ça, c'est-à-dire que il y a des tas d'artistes dans tous les domaines qui ne peuvent créer que quand ça va mal. Ouais, Non, pas forcément, mais aussi pour se faire du bien. C'est-à-dire que c'est une psychanalyse, quoi. Ouais. On évacue en écrivant, on évacue en chantant, on évacue en... Et ben moi, la peinture, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, je peux pas peindre. Je ne peins que quand je suis bien. Voilà. Regarde la tension entre les blocs de couleurs. Le rouge et le noir et le brun. Ils existent dans un état de flux, de mouvement. Ils se soutiennent sur la toile, ils se soutiennent dans ton œil. Ils se repoussent et se retirent dans une joute tranquille. Plus on les regarde, plus ils bougent. Ils flottent dans l'espace. Si on les laisse faire, mouvement, communication, flux, respiration, interaction. Ils ne sont pas morts puisqu'ils ne sont pas statiques. Les laisser opérer. Ce mouvement prend du temps. Alors ils sont temporels. Ils requièrent du temps. Sur le tableau que j'ai là derrière moi, je dirais que le jour où, et ça demandera probablement des années et des années, où ce sera fini entre lui et moi, c'est parce que mes capacités de rentrer dans cette œuvre, de continuer à faire qu'elle me parle. Vous avez vu dans mon bureau, il y a un bizarre tableau qui est une toile qui déborde du cadre et qui représente une espèce de croissant de lune bleue. C'est un tableau que j'ai acheté au Brésil. Et pour moi, il symbolise complètement le Brésil. Ça fait maintenant 30 ans. Et quand je m'assois sur une marche de la bibliothèque, j'ai le tableau en face de moi, eh bien ce tableau continue à me parler. Je veux dire, les émotions, elles continuent à venir. Et comme j'ai plus le même âge qu'il y a 30 et quelques années, ce sont des émotions nouvelles. Alors, le jour où il n'y en aura plus, je dirais c'est fini. Effectivement, l'histoire entre ce tableau et moi, elle est finie. Donc en théâtre, rouge, on va être arrivé au bout lorsqu'on se dira, avec les qualités et les compétences qu'on a, on va pas être capable de faire mieux que ça. Bon, on arrêtera et on sera heureux. Bonjour. Je peux baisser la musique là? Oh putain, mais qu'est-ce que vous avez fait? De la peinture. Il vous faut quelque chose, une brosse, une serviette peut-être? J'y suis allé Où ça? hier soir aux 4 saisons. Hein? Et alors? Ça a ouvert il y a 15 jours, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir ce que ça donnait. J'allais me mettre à peindre. Et ça donne quoi? T'entres par la 52e rue, tu montes quelques marches avant d'atteindre le restaurant. T'entends les bruits de la salle avant de la voir. Les verres, les couverts, les voix. Étouffé d'abord, et puis plus net à mesure que t'avances. Tu entres, tu te sens pas à ta place, pas assez chic pour cet endroit-là. T'es trop lourdeau, trop juif.
Tu donnes ton nom. La jolie hôtesse te lance un regard qui dit... Je sais bien qui vous êtes, hein, ça m'impressionne pas. On a des milliardaires ici, mon vieux. Vous pourriez aussi bien vendre des bibelots à Acapulco pour ce que j'en ai à faire. Puis elle claque des doigts pour le maître d'hôtel, qui claque des doigts pour le chef de rang, qui claque des doigts pour le garçon, qui t'escorte jusqu'à ta table à travers la salle. Les gens se retournent. Tout le monde regardant tout le monde, tout le temps, comme des prédateurs. T'es qui, toi? Tu vaux quoi? Tu pèses combien? Est-ce que je dois avoir peur de toi? Est-ce que je dois essayer de t'acheter? Un type arrive, c'est le sommelier, il est français. Tu te sens pas à la hauteur? Tu comprends rien, c'est clair? Alors tu commandes un vin un peu cher pour essayer de l'impressionner. Il se barre, pas impressionné du tout. Et alors? Tu regardes autour de toi. Tout le monde a l'air tellement à sa place. Les messieurs aux tempes argentées, les dames avec des gants longs, des capelines. Un autre type arrive, avec le menu. C'est plein de choses dont t'as jamais entendu parler. Cochon de lait sous sa cloche, œuf de caille en gelée. T'es perdu. Puis alors, t'écoutes les voix autour de toi, tu peux pas t'en empêcher. Et là, les voix, mais c'est des cris de singes, des aboiements de chacal. Mais c'est pas humain. Et tout le monde est spirituel. Et tout le monde investi dans ceci et cela. Et tout le monde rit. Et tout le monde est au conseil d'administration d'une fondation caritative. Et tout le monde voyage en jet privé. Et personne ne pense à rien. Et personne ne regarde rien. Et tout ce qu'ils font, c'est bouffer, et parler, et crier, et aboyer. Alors, tu écoutes ce que les gens disent autour de toi. Et là, tu touches le fond. Leur voix. Mais c'est pas humain. Et là-dedans, mes toiles, elles vivront pour l'éternité. Tu crois qu'un jour elles me le pardonneront? C'est jamais que des tableaux. Écoute, mon garçon, tu n'as pas besoin de passer plus de temps avec moi. Tu as besoin de rejoindre le monde extérieur, de faire ta vie à toi, ton monde à toi. Tu as besoin de rencontrer les gens de ta génération. Quand j'avais ton âge, l'art était un chemin solitaire. Pas de galerie, pas de critique, pas de mentor. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de parents. Et pourtant, c'était un âge d'or, parce qu'on n'avait rien à perdre et une vision à forger. Ok? Ok. Merci. Fais un truc nouveau. Qu'est-ce que tu vois? Du rouge. Du rouge. Du noir. Noir. Paradoxalement, c'est le noir qui apporte de la lumière dans une toile. C'est pas le blanc. Le blanc, il va peut-être éclaircir, mais il va ternir. Si on veut apporter du contraste, de la couleur, de la profondeur, c'est le noir qui va l'apporter à tous les coups. Mais le noir, non, ne fait pas peur. Non. C'est pas la mort pour moi, le noir. J'ai pas peur du noir parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu des cauchemars liés à l'obscurité. Le noir,
chez Soulages, c'est extraordinairement vivant, c'est pas du tout sombre, c'est pas du tout sans lumière, c'est pas du tout sans couleur. C'est l'une des répliques de Ken qui dit que comme l'ocre ou le magenta, le noir ou le rouge, c'est qu'une couleur, c'est qu'un outil. Il y a rien à y voir derrière, il y a rien à y voir dedans. Mais un peu comme Rothko, je dirais que l'obscurité, l'absence de lumière, c'est une peur qui est normale qui est physiologique chez tous les humains, chez tous les animaux. Ça fait forcément un peu peur, on ne peut pas se complaire dans un endroit où on n'a aucune lumière, où on ne voit rien. Non, j'ai plus peur du noir. J'ai eu peur, ouais, mais non, ça va. Elle était bien cette heure. Elle était bien. C'était fini ? Ouais. C'était fini.